repartir sur une discussion entre vous sur justement, par exemple, le rapport à l'autorité, qui peut être un point de départ. Qu'est-ce qui fait que cette façon de procéder avec les enfants, que tu appelles une méthode naturelle ou, je sais pas, spontanée et logique, qu'est-ce qui fait que ça passe pas? Est-ce que c'est justement pas que beaucoup d'instits sont pris par la peur de désobéir ou que c'est la structure qui l'empêche parce qu'il n'y a pas de classe unique? Ah, moi je parlerais de frein, en fait. Que les instituts sont freinés, ont peur d'aller vers là, tu veux dire que... Oui, qu'il y a plusieurs freins à plusieurs niveaux. Les inspecteurs sont un frein, mais ils ont aussi une pression au-dessus d'eux. Les enseignants ont des freins parce qu'il y a les inspecteurs au-dessus, mais aussi les parents. Et les parents sont un frein aussi parce qu'ils ont une idée en tête de l'école qu'ils ont eue et que celle avec laquelle on arrive ne correspond absolument pas à ce qu'ils ont connu. Et nous, on est juste au milieu de tous ces freins, de tous ces verrous à faire sauter, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a souvent la réflexion de collègues qui disent « Ah ben c'est bien ce que tu as fait, mais moi je pourrais jamais le faire, je pourrais jamais le mettre en place. » Et moi je me demande si le frein, il n'est pas aussi dans leur tête, quoi. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Et pas forcément que l'autorité, là, comme tu disais, ou l'institution, ou tout ça, mais simplement, eux, ils se sentent pas de le faire, quoi, parce que ça leur paraît trop compliqué, ou trop... Ils ont peur d'essayer, mais c'est une peur, qui peut regrouper, comme tu dis, tous les autres, mais aussi... Par rapport à eux-mêmes, ils ont peur d'essayer face aux enfants ou de ne pas être à même de le faire, ou je sais pas, parce que moi j'ai eu très souvent, tu as dû l'avoir aussi souvent, la réflexion, ah ben moi je pourrais pas le faire, c'est pas possible. Alors derrière le pas possible, il y avait effectivement souvent l'inspection, l'institution, tout ça, puis il y avait d'autres fois, là, moi comme les dernières collègues que j'ai eues, c'était, mais moi je m'en sens pas capable, j'aurais trop peur, mais une peur d'elle-même, quoi, de pas y arriver. Et puis il y en a qui veulent même carrément pas essayer et qui prétextent effectivement d'autres peurs. Ouais, je pense que... Il y a autre chose aussi, c'est qu'on passait sacrément du temps dans nos classes. Enfin, toi peut-être pas, mais moi j'avoue que... Ouais, moi non, pas plus. Moi j'ai passé du temps. Et puis j'ai pas été à l'école, moi. J'ai pas d'image d'école dans ma tête. Quand il faisait beau, c'était sous un cerisier, l'école, et quand il faisait mauvais, c'était près du poêle à charbon. C'est ma mère qui m'a fait l'école. J'ai rejeté l'école après 3 mois de CP. Quand j'ai rejeté, j'ai vomi sur le palier de la classe. Et j'ai été malade pendant 3 ans, je suis restée couchée. Le top! C'est pour ça que mes classes n'ont jamais ressemblé à des écoles. Quand on allait herboriser ou regarder les petites bêtes au bord de l'eau, les enfants disaient on rentre à la maison. Oui, on rentre à l'école. Oui, on rentre à l'école. Parce qu'il y avait des coins, des cabanes, des nounours, des coussins, des canapés, des endroits pour être bien, pour quand on ne peut pas travailler, parce qu'on n'a pas la tête à ça, qu'on puisse au moins aller se mettre dans un petit coin où personne ne vient nous embêter. Comme ça, quand on revient en classe, on sait que on va être prêt. J'ai pas eu d'image. Ouais, alors que moi j'étais dans une école à plusieurs classes avec chaque année une institut différente, enfin une école tout ce qui est de plus traditionnel. C'est marrant parce que je suis allée voir mes parents là il y a 2-3 jours et j'ai rencontré une institut que j'avais à l'époque et puis c'est vrai que bon avec mes parents il y a beaucoup de soucis de mise en place et tout. Et mes parents disaient oh mais Sylvette elle s'affole pas. Et l'institut a dit, mais tu sais, j'avais une collègue, c'était la directrice d'école là qu'on a croisée. J'avais une collègue, elle me disait, quand ma classe part en vrille, il y a les gamins qui partent dans tous les sens, je regarde Sylvette, elle est toujours calme. Donc ça date de quand j'avais 6-7 ans, quoi. C'est à côté, voilà, je dois être assez zen, quoi. Bah, sûrement, donc, ça m'affole pas, ces choses-là qui peuvent peut-être angoisser d'autres. Oui, parce que, vu que vos expériences ont fonctionné et que vous étiez nombreux à le faire, vous estimez qu'il y avait combien de personnes, vous en avez connu combien qui en France faisaient ce que vous faisiez? Dans le réseau, on était 200. Tout le monde n'avait pas forcément une pédagogie. Mais tout le monde avait des pédagogies un peu différentes, mais il y avait quand même 200 classes rurales qui faisaient partie du réseau et qui travaillaient un peu. Bon, peu importe, mais moi, tu sais, je pointais les trucs, donc je gérais la télématique au départ, et donc on était arrivé jusqu'à 200. J'avais fait la carte de France. Donc il y avait au moins ce nombre-là de gens qui travaillaient avec la messagerie, les échanges.
Après, qu'est-ce qu'ils faisaient réellement dans leur classe, je peux Bah, pas on sait dire, bien mais- que certains faisaient une école dite traditionnelle, mais rien que la classe unique ne peut pas être traditionnelle. Donc, c'est forcément quand même déjà quelque chose de différent. Voilà. Voilà. Et cette expérience-là, elle a été synthétisée quelque part. Il y a une trace qui est restée. Est-ce que l'éducation nationale s'en est saisie? Oh bah non, surtout pas, non. Bah, on faisait pas de pub. Hein. Non. Bon, Bernard a écrit quelques livres, Oui. mais je veux dire, nous, on faisait pas de pub Non. sur ce qu'on faisait, parce que plus on était discrète, moins on était embêtés, parce que, Oui. a priori, quand même, les inspecteurs n'étaient pas forcément d'accord avec cette pédagogie-là, ou donc si on, je sais pas, on cherchait pas à le mettre en avant, mais je pense Non. que ça aurait été peut-être un des freins pour certains si on le mettait vraiment en avant, quoi. Du coup, ça s'est pas diffusé. Ça s'est diffusé un peu sur Bourg-en-Bresse. Il y avait un prof de l'école normale de Bourg-en-Bresse qui avait fait une liste des écoles dites expérimentales, et donc j'étais dessus puisque j'avais accueilli des étudiants moi. Donc en fait, plutôt loin. Parce que quand on entend le ministre aujourd'hui, le précédent, ou je peux déjà anticiper sur le suivant, il fera référence à des méthodes pédagogiques précises pour apprendre à lire ou à écrire. Or là, il n'y a pas de méthode. Ben, c'est ce Il y a que un je dis. cadre, mais il n'y a pas de méthode. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il faut faire la pédagogie qui nous correspond, et on est tous différents. Alors, on peut piocher à droite et tout, mais pour être bien et transmettre quelque chose, il faut le vivre bien. Et c'est difficile d'avoir une méthode vraiment fermée, quoi, parce que ça ne correspond pas tout. Donc, on pioche un peu partout, et on transmet aussi un peu ce qu'on est, quoi. Ouais, puis on s'adapte à l'enfant. Si un enfant qui n'arrive pas à décoincer, on va peut-être retourner vers une méthode beaucoup plus classique pour lui donner une aide, parce qu'il pense, ses parents ont dit que c'est comme ça qu'ils avaient appris à lire. Et si il faut aller vers lui comme ça, et après, tout doucement, il va venir de nouveau rejoindre les autres. Enfin, moi, je me suis retrouvée avec des enfants en difficulté dans ma classe, qui venaient d'une école très urbaine. Et c'était 2 filles, une très scolaire, on en rigole encore avec elles 2 d'ailleurs, et l'autre en échec scolaire. Mais celle en échec scolaire, elle s'est épanouie à la vitesse grand V, elle a avancé à fond. Et la petite CP, toute belle, toute propre, qui avait ses cahiers bien jolis, bien propres, qui s'est retrouvée dans ma classe, perdue de chez perdue. Si bien que je l'ai en fait prise toute seule, elle pleurait et tout, elle était vraiment pas bien, quoi. Je ne pouvais pas laisser une enfant aussi en plus adorable comme ça. Et là, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, dans la classe où j'étais, je savais comment faire, et c'était toujours pareil, c'était facile. Et chez toi, je comprends rien du tout. Et ça m'a mis devant quelque chose qui tournait, où tout le monde avait sa place, mais où quelqu'un qui arrivait de l'extérieur pouvait être totalement perdu. Donc ça c'est super important. Et ben tu sais quoi, on va remettre en place ce cadre. Et de telle heure à telle heure, je suis avec toi. Et on va faire ça, et on va faire ça. Et puis à un moment donné, si tu veux, tu viendras rejoindre les autres pour quelque chose qui va t'intéresser. Et ça a pris 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à ce qu'elle rentre dans le groupe d'une autre façon et vienne trouver sa place et manger à sa faim ce dont elle avait besoin. Donc c'est une transition entre Voilà. un modèle contrôlant et un modèle libre. Oui, exactement. Et certains enfants, ils ont besoin qu'on les largue pas comme ça. Bien sûr. Voilà. Il faut trouver sa place par rapport à l'enseignant, par rapport à la méthode ou la façon d'enseigner, et par rapport aux copains et aux groupes qui, en plus, pour des enfants qui arrivent dans des groupes, comme nous on travaille beaucoup sur le groupe classe, un enfant qui arrive, il faut qu'il trouve sa place dans le groupe aussi, quoi. Donc ça lui fait beaucoup à trouver, effectivement. Quel serait le message que vous auriez envie de donner à des instituts qui ont, enfin, des parents ou des enfants qui ont envie, des gens qui ont envie de vivre ce que vous avez vécu? Quel serait le conseil à leur donner à des instituts, par exemple? On va être un peu des fois un peu large en disant vraiment de trouver du plaisir à faire ce qu'ils ont à faire. Que l'enfant vienne à l'école avec du plaisir, mais c'est le pur bonheur pour l'enseignant et les parents. Que les parents accompagnent cet enfant dans des apprentissages, même s'ils ne comprennent pas tout bien, et pourquoi pas après, ils vont voir l'enseignant et ils se font expliquer, ils essayent, et que l'enseignant il fasse vraiment ce qu'il pense pour lui, juste, correct. Après, je me dis, quand on est seul à bord, c'est dangereux. C'est pour ça qu'on a tout de suite eu besoin de se mettre en réseau. Même moi, quand j'étais paumée dans une petite classe unique avec des congères de 4 mètres autour de moi, j'ai eu besoin d'un réseau. Parce que, est-ce que ce qu'on fait, c'est bien? Est-ce que ça ne met pas en danger un enfant qu'on n'a pas vu? Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper sur un autre enfant? Non, moi je pense que vraiment,
Nous, il faut jamais qu'on soit seul. On met en place des groupes enveloppants, des groupes qui dynamisent, des groupes qui accompagnent, des enfants donc qui sont capables de regarder ce qui se passe autour d'eux, d'aider celui qui va pas bien et tout. Mais nous, les enseignants, il faut surtout pas qu'on reste tout seul non plus. C'est hyper important. On est seul maître à bord, mais à un moment donné, il faut le faire avec les parents, il faut le faire avec les voisins à côté, les collègues voisins. Oui, non, c'est bien. C'est vrai que nos échanges, enfin nos rencontres et ce qu'on faisait, c'était aussi dynamisant parce que c'était bien d'échanger avec les autres. J'ai peut-être moins ce besoin de ne pas se sentir seule, moi qui me dérangeait moins. Mais c'est vrai qu'on était aussi très ressourcés par nos rencontres, parce que justement, on échangeait et on confortait certains trucs, où on pouvait effectivement parler des enfants qu'on était arrivé à débloquer. Moi, ça m'a fait penser aussi, j'en avais un qui parlait pas, qui s'était mis à parler, mais on sait pas forcément pourquoi, mais donc on peut échanger et trouver des pistes que nous, on n'a pas... C'était sympa, ces rencontres. Et puis, ça faisait partie de ces moments de plaisir qu'on aimait voir en classe et qu'on retrouvait entre nous aussi, quoi. Parce que toutes les rencontres qu'on a fait, c'était vraiment des moments d'échange, mais positifs, agréables. C'était pas pour arriver, ces gamins, ils sont pénibles, fatigués. Ça qui est incroyable. On dit ça, nous. On disait, c'est super, et celui-là, je suis arrivée là, j'ai fait ça, et voilà, quoi. Et c'était comme du bonheur, quoi. Et ce qui était rigolo, c'est qu'on a quand même eu un inspecteur sensible à notre petit... comment on peut dire, petit espace différent, là, les classes uniques. Et quand le mercredi, on se retrouvait en réunion pédagogique, en conférence pédagogique, il nous mettait dans une salle à part en disant « Allez bosser vos projets ». Et on partait avec nos dossiers, nos machins, et on montait. Et c'est là qu'on s'est monté un voyage en Italie pour travailler pendant 2 ans sur la Renaissance italienne et la Renaissance française. Voilà. Donc, par exemple, un truc incroyable. Mais lui, l'inspecteur, il avait senti qu'on piétinait, qu'on s'énervait là, à écouter ce qu'il nous racontait avec les autres qui étaient là, soit à noter, soit à lire le journal, à s'embêter. Il avait senti qu'on avait des trucs qu'on voulait faire ensemble. Que déjà, on se rencontrait le week-end ou le mercredi. Donc, ça nous faisait une journée supplémentaire de boulot ensemble. Et que, à la fin de la journée, je crois qu'on était ceux qui avions le plus travaillé. Et qui a créé le réseau Marel? C'est vous? Oui, avec... au départ, c'était la FNDPER. Il y avait qui dans Marel à l'origine? Au début, c'était la FNDPER. Puis le groupe des enseignants de la FNDPER a décidé de se mettre en association Marel. Les crêpes. Ouais, crêpes. Marel, c'était... c'était un outil. C'était l'outil des crêpes. Ouais. C'est venu des instituts. Ah oui, oui, de nous, oui. Bah, c'est Bernard qui a un peu impulsé. Bon, il y avait Tourner aussi. Ouais. C'est venu des enseignants, bien sûr. Oui. En fait, on était heureux de se retrouver avec les mères, les parents dans les réunions, mais on sentait bien que plus on avançait, plus on savait que la défense de l'école rurale, elle passerait par la pédagogie dans ces écoles rurales. Donc, on a eu très envie de se créer quand même. Ouais, je sais pas si on pensait vraiment que la défense passait par la pédagogie, parce qu'il y avait tous des instituts comme Jean-Claude et tout ça qui étaient quand même assez traditionnels dans leur classe unique. Donc, il y avait un côté défense, et on a voulu rajouter le côté un peu promotion, dire on veut pas que les défendre pour les défendre, parce que mais on veut dire qu'en plus c'est mieux que le reste, quoi. C'est pas simplement les défendre, c'est aussi dire que ce qu'on fait dedans c'est magique, quoi, et qu'il faut le regarder, et qu'il faut... Ah oui, ça va un peu à l'opposé de ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on n'avait pas voulu trop ébruiter, gna. Non, mais par rapport. Mais en fait, il y avait ça. Dans la FNDPR, il y avait des élus et des parents qui se bougeaient. Et nous, quand on était là, faut les défendre. On disait, mais pourquoi? C'est comme si c'était des trucs qu'on défend. Et on voulait rajouter ce côté, c'est magnifique ce qui se passe dedans. On voulait pas forcément faire la pub, mais on voulait mettre un côté positif à cette défense, quoi, ce côté. Oui, c'est ça. Voilà, pas plus pour convaincre, mais simplement pour dire, mais c'est quand même super, quoi. Est-ce que aujourd'hui, il y a vos successeurs qui continuent à faire la même chose? Vous savez pas? Vous avez des contacts? Bah oui, moi je suis retournée sur le lieu du crime, puisque j'ai repris le centre de loisirs de Saint-Jean-Chambre, là. Et en fait, non, pas du tout. Mais même au niveau des locaux, j'avais organisé un tas de déplacements dans les 3 salles de la... Et ça, tout était verrouillé, refermé. Ils ont recréé les couloirs alors qu'il y avait une cabane olive dans le couloir. Enfin voilà. Ouais, on sent que c'est pas du tout comme ça. Ouais. Et même l'institutrice m'a dit, presque en s'excusant, je suis tombée sur un vieux journal.
vous êtes allé en Tunisie? Je dis oui. Mais moi, non, mais moi, je ferais pas ça, je serais pas capable de faire ça. Je dis, mais fais juste ce que toi, je sens que tu dois faire et tout ira très bien. Mais elle était, voilà, mais c'était peut-être du regret chez elle en même temps, mais voilà. Non, pour moi, il n'y a plus rien qui reste, quoi. Et moi, à Saint-Fortuna, j'avais créé une petite mezzanine pour qu'il fasse la sieste en haut et j'avais fait des ateliers dessous, peinture, et puis il y avait la cuisine de l'autre côté. Et je suis repassée et j'ai dit, mais il n'y a plus la mezzanine. Ah ben non, parce que les normes de sécurité, on ne pouvait plus. Donc ils ont même enlevé la mezzanine. Ouais, non, je pense que non. En fait, on ouvre quelque chose et tout se referme très vite. Hein. Comme les paysages en Ardèche quand les arbres poussent partout et qu'il n'y a plus les moutons pour brouter. Oui, mais je disais, ça dépend beaucoup des personnes aussi, quoi. Je veux dire, il y a eu des enseignants. Regarde, je suis partie de Flaviac, je faisais pas grand-chose. J'avais juste ma maternelle à 2 niveaux. Il y avait un grand bac à sable et j'avais créé des jardinières naturelles, tu sais, avec Julien et tout. Donc on avait fait un petit jardin, mais comme il y avait du béton dans la cour, on avait tressé des bois et puis on avait mis un peu de terre et tout. Et ben, je suis partie, ils ont enlevé les jardinières et fermé le bac à sable, quoi. C'est-à-dire si l'enseignante s'était battue, ils ne l'auraient pas fait. Mais comme moi, ils n'osaient pas l'enlever, ils n'ont pas trop osé me refuser. Mais quand je suis partie, ils en ont envie de profiter. Ça dépend aussi des enseignants, de la volonté de tenir. Mais il y a peut-être aussi l'idée d'autorité. Le maire a dit, donc on va laisser faire. Oui. Il y a aussi ce problème d'autorité qui peut revenir. Et donc, de freins, et voilà, de verrous à faire sauter ou à ne pas faire sauter. En fait, on parle même plus de pédagogie, hein. On parle de bac à sable, de jardin, de fleurs. Mais ce qui fait que c'est quand même un outil pédagogique chaque fois. Et bon, voilà, donc finalement, ce que j'entends, c'est que les enseignants en primaire ont encore des marges de manœuvre. Moi, je pense. Non, pas toi? S'ils voulaient, je pense qu'ils pourraient faire encore. Oui, moi je pense. Surtout s'ils sont en groupe et qu'ils ont envie d'y aller avec un beau projet de pédagogie. Ouais, moi je pense. Donc on pourrait imaginer des écoles primaires qui décloisonnent et qui explosent le niveau et qui laissent tomber la méthode. Bien sûr. Ah oui, moi je tout pense. à fait. Ils pourraient le faire. Ah oui, je vois pas ce qu'ils pourraient. On peut tout faire. Hein. En tout cas, la preuve est faite que ça marche. Vous l'avez expérimenté. Ah oui, carrément. Donc on ne peut pas dire que ça ne marcherait pas. Aujourd'hui, on va prendre des pincettes, on n'est plus dedans, nous. Hein. Mais c'est ce que j'allais dire, hein, nous, maintenant. Donc, on ne va pas dire aux autres ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire ou ce qu'il faudrait qu'ils fassent. Mais moi, je pense que quand on est un groupe d'enseignants et qu'on a envie vraiment de porter un projet qui aille dans le respect de l'enfant, de ses rythmes, de sa capacité d'explorer le monde, pour faire très court, hein, eh ben, on peut. On peut, si on a les parents avec soi, on a toujours dit ça à le Trépied. Ah, mais toujours. Les parents, la mairie qui suit pour les bacs à sable vivants et autres. Oui, si on a les parents, l'équipe avec soi et la mairie, oui, bien sûr, il faut y aller. Moi, l'inspecteur il me disait, vous, tant que j'ai pas une lettre contre vous, je ne vous dirai jamais rien. Je savais que si le jour où il y aurait une lettre contre moi, c'est bon, ça a tombé, quoi. C'est bon. Je ne me demande pas plus. Oui, mais c'est ce que je disais, les inspecteurs peuvent être pénibles ou pas, mais à partir du moment où les parents ne vont pas se plaindre, je ne pense pas qu'ils viennent vous embêter. Exactement. Il faudrait quand même aussi s'arranger pour aménager un petit peu ces écoles. Oui. Parce que tu as vu un peu comment le couloir, la classe de Madame Attel, les profs du collège qui disaient, tu as des élèves en relais. Oui, c'est ça. Mais ils avouaient qu'ils arrivaient avec un niveau 5e. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Oui, puis autonome, parce que la 6e, ils leur apprennent à utiliser des trucs, des machins, mais ceux qui ont... Oui, rebelles, en fait, c'est qu'ils simplement ils réfléchissent et qu'ils argumentent. Oui, et critiquent. Oui, c'est ça, donc ils ont l'esprit qui est formé. Oui, mais moi, les élèves, ils m'ont dit, mais nous, ce que tu nous as appris, ça nous a aidé qu'au niveau du bac ou de la fac. Hein. Avant, on s'est embêté, tout ce que tu nous as donné, ça n'a servi à rien, ils m'ont dit. Tu te rends compte, je les avais emmenés en Tunisie, à Carthage. Ils ont fait en 6e, ils ont fait ça. Aucun prof n'a jamais tendu la perche pour qu'ils expliquent ou montrent les photos de ce qu'ils avaient vu, les stèles, le musée du Bardo, etc. etc. Tu me dis, la télé chez moi, ils ont dit, vous pouvez pas quand même leur dire de... Alors, c'est quand la récré? Ben, je sais pas, mais c'est quand ils en ressentent le besoin. Bon, il dit, alors il a posté sa caméra en bas de l'escalier et au moment où, en général, il y a un peu de récré, il attendait le déferlement.
d'enfants heureux d'aller en récré. Défoulant. Oui, Et c'est il ça. rentre avec sa caméra et il dit alors vous êtes content? Moi je savais déjà. Hein. Il dit bon, il y en a un, il s'est pointé, il a fait une banane, il l'a croqué, il a reniflé l'air, c'est froid, c'était l'hiver, il est rentré. 2 autres sont partis bras dessous faire un truc dehors et les autres ils disent ils sortent pas, vous pouvez pas dire c'est l'heure de la récré. Alors je dis je peux vous le faire hein, si c'est du cinéma et pas de souci. Alors j'ai dit c'est l'heure de la récré, on y va. Et là ils ont tous levé le nez, le haut de l'ordinateur, le 3e du bouquin, ils disent non mais là ça va pas, t'es pas bien, ils m'ont dit. Je dis ouais mais c'est pour la télé, ils ont rien à filmer.